Après avoir vaincu le terrible Sphinx, Œdipe reçut en récompense la main de la reine Jocaste de Thèbes en mariage et devint roi de Thèbes. Il eut 4 enfants avec la reine, les garçons Éthéocle et Polynice, et les filles Antigone et Ismène. De nombreuses années passèrent, et Œdipe, malgré quelques défauts, était considéré comme un roi juste et bienveillant. Cependant, une peste ravageait la ville de Thèbes, et de nombreuses vies ont été fauchées par la maladie. Désespérée, la population se tourna vers son roi, qui avait déjà sauvé la ville par le passé, et supplia Œdipe de la sauver à nouveau. Le roi Œdipe ne se déroba pas à ses responsabilités envers la ville et ordonna à Créon, son ami et beau-frère, de se rendre à l'oracle de Delphes pour découvrir la source d'un tel malheur. Créon revint de l'oracle avec la réponse à une telle calamité. « Je vais révéler ce que m'a dit Apollon par l'intermédiaire du glorieux oracle de Delphes. Il nous ordonne expressément de purifier les terres de la ville sacrée de Thèbes, ternie par un vil criminel. » L'oracle révéla que la peste persisterait jusqu'à ce que le responsable de la mort de Laïos, l'ancien roi de Thèbes, soit expulsé de la glorieuse ville de Thèbes, qui lui servait de refuge. On sait seulement que le roi Laïos avait été assassiné par une bande de voleurs à un carrefour, mais leur identité restait inconnue. Œdipe assuma la responsabilité de découvrir l'identité de ce vil élément qui se cachait dans les murs de Thèbes, et dit « Quiconque connaît la véritable identité du meurtrier est tenu de dire ce qu'il sait. Ne craignez aucune forme de représailles, quel que soit l'auteur du crime, car vous serez dûment récompensé. Je veux que le meurtrier sache que s'il décide de se rendre volontairement, son intégrité physique sera préservée et il ne subira aucune sanction, à l'exception de l'exil exigé par l'oracle. Et je veux que tout le monde sache que je n'aurai de cesse que l'homme responsable de la mort de Laïos ne soit retrouvé et expulsé de cette ville, même s'il fait partie de ma cour ou de ma famille, et je prie pour que les dieux punissent cet individu en lui infligeant une douleur et une souffrance véritable. » Créon suggéra la présence de Tirésias. Le vieil aveugle était un voyant notoire et grâce à ses pouvoirs, le criminel pourrait être retrouvé. Le vieux Tirésias se présenta devant Œdipe, qui lui dit « Sage aîné, ta réputation de voyant te donne suffisamment de crédit pour nous aider à découvrir l'identité du véritable meurtrier de mon prédécesseur. C'est pourquoi je te demande de révéler tout ce que tu sais. Terrible est la connaissance qui n'apporte que le malheur à ceux qui la connaissent. Laisse-moi partir, mon roi, et porte ton propre fardeau, et laisse-moi porter le mien. Ce sera mieux pour nous deux. Si tu connais l'identité du tueur, révèle-la maintenant. Ne permets pas que la ville de Thèbes continue à souffrir de ton omission. Tu ne sais ce que tu demandes. Une telle connaissance ne peut qu'engendrer la misère, et ma bouche ne sait rien. Comment oses-tu trahir le sol qui t'a accueilli? Ce traître ne peut qu'être complice d'un tel crime. » Tirésias fut profondément offensé par cette accusation et décida de révéler ce qu'il savait. « Tu as insisté pour causer ta propre disparition. Puisses-tu apprendre que le méchant qui profane notre ville, c'est toi, roi de Thèbes. Éloignez cet homme de ma vue, c'est un vieil homme dément. Tu voulais la vérité et m'as forcé à la dire. Maintenant, force-toi à endurer les punitions qui te sont dues et accueille les fruits de la malédiction que tu as invoquée. Parce que je connais la puissante vérité et que ce qui est dit est dit. Emmenez ce traître
il ne peut être que de connivence avec le prince Créon, qui a amené cet homme ici pour voler ma couronne. » Œdipe accusa Créon de trahison et de conspiration aux côtés de Tirésias, pour tenter de le dépouiller de son pouvoir. « Pourquoi m'adresses-tu des accusations aussi lourdes, de manière aussi nonchalante ? J'ai toujours été ton ami, et j'ai fait de toi un roi. Je ne souhaite pas prendre ta couronne, et pourquoi le voudrais-je d'ailleurs ? À tes côtés, je bénéficie de tous les avantages de la royauté, sans avoir à assumer les lourdes charges d'un roi. Je n'ai jamais eu l'ambition de prendre ta couronne. » La reine Jocaste, qui assistait à la scène, tenta de calmer les ardeurs de son mari et de son frère. Cependant, Créon s'éloigna, furieux des accusations d'Œdipe. « Mon mari, ne t'inquiète pas de ce que t'a dit ce vieux charlatan. Ces devins et ces oracles n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient autrefois. Il avait été prophétisé que Laïos serait tué par son propre fils, et celui-ci est mort alors qu'il n'était encore qu'un bébé. On annonça alors l'arrivée d'un messager de Corinthe, la ville où régnaient encore les parents d'Œdipe. « Monseigneur, j'apporte de tristes nouvelles de Corinthe. Votre vieux père est mort. C'est pourquoi vous devez retourner dans votre ville bien-aimée et reprendre votre trône en tant qu'héritier du roi. La nouvelle que vous m'annoncez est triste, mais elle me soulage beaucoup. L'oracle avait prédit que je tuerais mon propre père et que j'épouserais ma mère. Tu vois, Œdipe, la parole des oracles n'a plus de valeur. Le vieux roi de Corinthe est mort sans ton intervention. Et si mon vieux père était mort de la tristesse et du désespoir qu'il a ressenti après que j'ai décidé de l'abandonner, il n'est pas prudent de retourner à Corinthe et de courir le risque de me retrouver marié à ma mère. Ne t'inquiète pas, mon roi, la reine n'est pas ta vraie mère, elle t'a simplement adopté. Comment connais-tu un tel secret ? Parce que c'est moi qui t'ai donné à elle quand tu n'étais qu'un bébé. Tu m'as été remis lorsque je traversais ces terres avec mon troupeau. Tu avais les pieds percés. » Après avoir entendu ce que le messager avait dit, Jocaste eut le cœur serré. « Reconnaîtrais-tu l'homme qui m'a remis à toi, si tu le revoyais un jour ? » Oublie ça, Œdipe. Remuer de telles blessures ne ferait qu'accroître la douleur. Il est important pour moi de connaître l'identité de mon père et de ma mère, car je ne veux pas leur apporter le malheur de ma prophétie. N'insiste pas sur cette voie, je t'en supplie. Comme je dois découvrir l'identité du véritable meurtrier de Laïos, il est de mon devoir de découvrir l'identité de mes parents. C'est mon devoir envers Thèbes et envers moi-même. Ne t'avise pas de le faire, ô roi triste. Si tu insistes, ce sera le seul titre que tu porteras pour le reste de ta vie. » Jocaste, désolé, fondit en larmes et courut dans sa chambre. Œdipe ne comprenait pas la raison d'une telle réaction hystérique de la part de sa femme et pensa que Jocaste craignait probablement l'origine modeste de ses parents, ce qui pourrait ternir le nom de sa famille. Alors qu'Œdipe s'entretenait avec le messager, il apprit que le seul témoin du meurtre de Laïos avait été amené au tribunal. Le serviteur de l'ancien roi pâlit devant Œdipe. Le messager lui dit « Seigneur, je n'ai aucun doute, voici l'homme qui t'a remis à moi alors que tu n'étais qu'un bébé. » Serviteur, cet homme dit que tu lui as donné un bébé il y a de nombreuses années. Seigneur, ne prête pas attention à cet homme, il te fait perdre ton temps. Tu te souviens de ce petit garçon aux pieds blessés. Maintenant, il est devant toi, c'est le roi. Pourquoi ne fermes-tu pas ta bouche, imbécile ? Ce qu'il dit, est-il vrai ? Je ne sais pas de quoi cet homme parle. Tu diras la vérité, que tu le veuilles
ou non, attachez-le à ce coffre. S'il te plaît, ne fais pas de mal à un vieil homme. Je maudis ce jour où j'ai épargné ta vie. Il aurait mieux valu que tu sois mort. Qui t'a remis l'enfant? Était-ce ton père? Je t'en prie, mon roi, ne me demande rien d'autre. Si je dois répéter la question, tu seras un homme mort. Compte tenu de cette menace, je m'incline devant ta volonté. Dire cela serait vraiment cruel, mais ta douleur à m'écouter sera encore plus atroce. Parle tout de suite et mets fin à cette histoire. Tu m'as été livré par la reine Jocaste, qui a mis dans mes bras son fils avec le roi Laios pour qu'il soit livré aux bêtes du mont Cithéron, afin d'empêcher l'accomplissement d'une terrible prophétie. Lors de ce moment de révélation, la lumière fut faite sur toute l'obscurité qui avait aveuglé le pauvre Œdipe. Sa prophétie s'était réalisée. En essayant d'échapper à son destin depuis Corinthe, Œdipe avait en fait croisé sa route. Mais la misère d'Œdipe n'était pas encore totale. La reine Jocaste venait de commettre un acte désespéré. Œdipe courut vers les appartements royaux, mais la porte était fermée à clé. « Jocaste, ne fais rien qui ne puisse être défait. Nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé. Tout était inévitable. » Après avoir forcé la porte, Œdipe trouva Jocaste pendu avec une corde autour du cou. Œdipe déposa le corps de la reine sans vie sur le sol. Il ôta les broches d'or qui attachaient sa robe et, avec leurs aiguilles, se perça les yeux. « Maudits soient mes yeux qui ont été témoins d'une scène aussi épouvantable. Je les mutile donc pour ne plus avoir à affronter mes parents dans le royaume d'Hadès. » Aveugle, Œdipe s'adressa à la population de Thèbes et dit « Je me suis crevé les yeux. Que puis-je admirer ou aimer dans cette vie maintenant? Emmenez-moi en exil, loin de Thèbes, parce que je suis damné, la créature la plus détestée des dieux parmi les mortels. » Œdipe remit sa couronne à son beau-frère Créon, qui prendrait soin du royaume jusqu'à ce que ses enfants atteignent l'âge de régner. Œdipe reçut la canne des délaissés, et le malheureux roi fut conduit par ses propres enfants jusqu'aux portes de la ville. Sa fille bien-aimée, Antigone, lui tendit le bras et décida d'accompagner son pauvre père en exil. Pour Œdipe, la présence de sa fille à ses côtés ne pouvait que signifier que les dieux avaient enfin pitié d'un homme si cruellement persécuté depuis le début de sa vie.